Ils ont une confiance en eux qui est énorme. Et c'est ça qu'on doit leur prendre un petit peu, mesdames. Très rare d'avoir une petite fille qui dit « je veux être astronaute ». Et Katy Perry. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de L'argent entre nous. Aujourd'hui, on est toutes les trois pour répondre à une question qu'on reçoit beaucoup. Pourquoi avoir fait un projet dédié aux femmes alors que l'éducation financière, c'est pour tout le monde? Bonne question. Ouais, bonne question. On la reçoit beaucoup de la part d'hommes. Et tout au long de cet épisode, on va y répondre en donnant plusieurs arguments de pourquoi c'est très important pour les femmes de s'intéresser à leur argent. Parce que la réponse à cette question, au final, elle est très simple. Premièrement, les femmes sont moins représentées dans le monde de la finance. Et deuxièmement, les femmes, encore aujourd'hui, elles subissent des violences économiques et des inégalités. Souvent, être une femme, ça veut dire payer beaucoup plus cher. Et être une femme, ça veut dire gagner beaucoup moins. Donc ça, c'est la réponse courte, mais on va partir un peu en détail dans cet épisode. Et je vais commencer avec une question très simple. C'était quoi votre métier de rêve quand vous étiez petites, les filles? Ah, quelle question. Moi, j'en ai deux. Donc, quand j'étais toute petite, donc je dirais avant mes 12 ans, je voulais être styliste. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez des cahiers top modèle où il y avait les croquis de silhouettes et il fallait faire ses vêtements dessus, etc. Et j'avais au moins 20 livres comme ça, tous remplis. Et j'adorais dessiner des vêtements, etc. Donc je disais à tout le monde, moi je vais être styliste. Et puis après, quand j'avais 12-13 ans, donc tu es un peu plus mature, je dirais, et tu connais un peu plus aussi le champ de métier en fait. Et je voulais devenir pédiatre parce que j'adorais les enfants. Et ma cousine qui vit aux États-Unis était chef en pédiatrie dans un hôpital. Et je trouvais ça trop cool de s'occuper en fait toute la journée d'enfants et de petits bébés. Donc c'était un peu mes métiers de rêve quand j'étais petite. Alors moi, quand j'étais petite, je suis vraiment le cliché, mais j'ai fait de l'équitation, donc je voulais être vétérinaire. C'est trop mignon le cliché. Et au final, en fait, moi, ma maman était dans le domaine médical et elle m'a dégoûtée de ce monde médical parce qu'elle était infirmière, elle n'était pas bien traitée, métier pas assez reconnu. On le sait que les métiers du cœur, de manière générale, des soins, sont assez compliqués. Et en fait, je l'ai beaucoup ressenti à travers elle. Donc, je me suis vite sorti cette idée de la tête d'aller dans les soins, que ce soit animaux ou personnes. Mais je veux dire, le domaine médical ne m'a pas du tout intéressée. Et ma mère m'a toujours dit, vu que je parlais beaucoup, que je devrais faire du droit. Au final, j'ai fait ni l'un ni l'autre. Je vous pose cette question pour aborder la notion de représentativité. C'est bien que tu abordes le secteur de la santé parce que ça fait partie des secteurs qui sont très féminisés. Le secteur de la santé, la vente, l'éducation, etc. Ce sont des secteurs qui sont très féminisés et ce sont aussi des secteurs qui sont plus précaires, des secteurs où on est moins bien payé. On a récemment regardé un reportage de Arte qui s'appelle « Les femmes riches ne courent pas les rues ». Et dedans, on explique quand même que donc, les secteurs féminisés sont moins bien payés et que les femmes, surtout les jeunes femmes du coup, même en ayant les meilleures notes à l'école, elles ont tendance à se diriger vers des secteurs beaucoup moins valorisés. Donc même quand elles ont les capacités d'aller plus loin, de viser très haut, elles ne le font pas. Et ça part du fait qu'il y a un manque de représentation dans les hauts postes de femmes. C'est très rare d'avoir une petite fille qui dit « je veux être astronaute ». Parce qu'on connaît que des astronautes hommes. Alors qu'en plus, il y en a des femmes. On devrait les mettre un peu plus en lumière, mais il y en a. Il y a Katy Perry. Donc là, on parle de métiers en général, mais si on veut s'intéresser plus particulièrement au secteur de la finance, il y a une étude de Women in Finance, qui est une initiative de Febelfin, qui est la fédération belge du secteur financier, qui est d'ailleurs le sponsor de notre saison de podcast, qui dit que dans le monde de la finance, la majorité des employés sont des femmes, donc il y a beaucoup de femmes en finance, mais les plus hauts postes de direction, etc., ne sont occupés qu'à 27% par des femmes. C'est peu, wow, c'est très peu. D'où l'importance de la représentation des femmes dans des hauts postes, dans tous les secteurs, pour pouvoir avoir plus de représentation et donner envie aux femmes et donner la motivation aux femmes de viser plus haut. Après, il y a aussi, donc, comme tu as dit, la représentativité qui n'y est pas, mais il y a également, je pense, le fait qu'au moment dans ta vie où tu arrives à ces postes de top management, en fait, c'est au moment où tu as envie d'avoir des enfants, de créer une famille, etc. Et donc, tu dois faire des choix. Soit tu investis dans ta carrière et donc tu dis, je vais peut-être mettre mon projet bébé un peu plus loin. Mais alors là, c'est une autre dynamique aussi dans la vie de couple et dans ta vie de famille. Ou alors, tu mets ta priorité sur ta famille et je dirais c'est normal aussi que à ce moment-là, tu fasses entre guillemets une pause carrière pour élever ton enfant, pour te consacrer plus à ta famille. Et te reposer aussi. Et te reposer aussi parce que voilà, être maman et avoir un taf, c'est avoir deux tafs en fait. Donc voilà, donc il y a aussi ce problème-là, je dirais, qui se présente et qui pourrait expliquer ce genre de chiffres.
Ouais, la maternité, ça c'est quelque chose qu'on va d'office aborder dans la suite de cet épisode. On va aller plus en détail parce que c'est un problème qui est exclusivement féminin. Ouais. Ça y a rien à faire. Et je pense que Clotilde avait une petite anecdote aussi sur le manque de représentativité dans certains secteurs. Ouais, en fait, moi je travaille dans le monde de la data, dans l'informatique. Et j'ai appris qu'au début, au début de ces métiers, dans les années 40-60, en fait, les métiers étaient assez scindés. On avait les ingénieurs qui fabriquaient les machines et les femmes qui codaient. Parce qu'en fait, ils comparaient à l'époque le code à des recettes de cuisine et à la dactylographie. Parce qu'en fait, c'était un job qui était un peu répétitif. Et du coup, on disait, les femmes sont meilleures et plus minutieuses. Donc, on laissait les hommes construire les machines et les femmes les opéraient plus minutieusement en écrivant le code tel des dactylographes ou des secrétaires, finalement. Voilà. Et c'est dans les années 80 qu'il y a eu un changement au niveau des personnes qui occupaient ce genre de poste. Parce qu'il y a eu d'une partie, la culture geek qui a vraiment masculinisé la partie Internet, la partie ordinateur, et aussi le fait que ces métiers-là, vu l'engouement autour d'Internet et l'importance que ça prenait, étaient de plus en plus valorisés et économiquement parlant, et même au niveau de la société, en fait, ça devenait bien mieux de travailler dans ces domaines-là. Et en fait, c'est comme ça que ces métiers ont été de plus en plus masculinisés. On est parti d'un métier qui était plutôt minutieux et où il fallait respecter des règles, un métier qu'on a vendu comme un métier logique ou un métier plus scientifique, plus ingénieur, et donc qui était plutôt à orientation masculine. Et c'est comme ça qu'on a perdu énormément de femmes, alors que c'était elles qui codaient à la base. C'est ouf, je ne connaissais pas du tout. Et du coup, c'est un métier qui maintenant gagne plus qu'à l'époque. C'est un métier qui, à l'époque, était peu rémunéré, donc était donné aux femmes. Mais dès que ça a commencé à bien payer, en fait, ça a intéressé beaucoup plus d'hommes. Et donc, maintenant, moi, je le vois au quotidien, il y a quand même des femmes qui travaillent dans ce domaine-là, mais on en ressent encore les effets maintenant. On n'est pas du tout à un 50-50. Et pour gagner plus d'argent, pour accéder à des plus hauts postes, il faut souvent négocier son salaire, aller toquer aux portes et dire « Hey, je mérite une augmentation, je mérite une promotion ». Et ça, c'est quelque chose que les femmes ont souvent du mal à faire, alors que les hommes un peu moins. Et du coup, je voulais vous demander si ça vous est déjà arrivé dans votre carrière d'aller négocier un salaire, d'aller demander une promotion, si vous étiez stressé, comment ça s'est passé ? Oui et non. Pour ma part, non, quand j'ai commencé à travailler. Et ça, c'était mon erreur que j'ai payée plus tard. Enfin, qu'on m'a pas payée plus tard, justement. En fait, au début, je me sentais pas du tout légitime de négocier. Et même un tout petit peu pour aussi s'entraîner à négocier et avoir un petit peu confiance en soi, je l'ai pas fait. J'ai accepté ce qu'on m'a donné, donc mon erreur. Et en fait, le problème de ça, c'est que ça a eu des conséquences par la suite parce que toutes les augmentations ont été plus dures à demander. Donc en fait, j'ai récupéré ma confiance en moi, je vais dire, en demandant les augmentations après, alors que j'aurais pu l'avoir dès le départ. Et pour comparer, je suis rentrée en même temps qu'un de mes collègues masculins qui, lui, avait négocié parce qu'il était parti du principe que n'importe quelle offre serait trop basse. Et donc, il a eu un plus haut salaire que moi au départ, à compétences plus ou moins égales. Sauf que lui, du coup, dans le système belge, il y a une indexation, donc il s'est fait indexer de son salaire plus haut. Quand on a eu une augmentation, il a été augmenté de son salaire plus haut. Et donc moi, j'ai dû me battre pour avoir ma promotion. Et au final, j'ai quand même su réussir à avoir une promotion de 20%, donc j'étais super fière. Mais en fait, j'aurais pas dû faire tout cet effort si j'avais été mieux préparée au départ et si j'avais osé négocier. Donc oui et non. Moi, personnellement, pas encore. Surtout que en fait, c'est mon premier taf, là aussi, donc j'en ai pas fait avant. Et comme a dit Clotilde, au début, en fait, t'oses pas négocier. Tu dis, je prends ce qu'on me donne parce que c'est déjà bien qu'on me prenne, en fait. Parce que j'ai pas d'expérience, alors qu'on a quand même fait des stages et des choses, on va dire, à l'école. Donc, on pourrait valoriser ça, mais on n'ose pas. Et surtout, quand on est une femme, je pense. Et aussi, je suis rentrée dans une ASBL où ils avaient déjà des tarifs par barème, en fait, dont les salaires sont barémiques. Donc là, tu dis, ok, j'accepte ça parce que je rentre dans ce secteur associatif. Mais du coup, oui, j'ai pas osé négocier, surtout parce que j'avais pas les outils et pas du tout confiance en moi. Mais maintenant, je pense que je me sens beaucoup plus à l'aise de négocier parce que je sais comment le faire. Et j'ai plus confiance en moi, j'ai une expérience aussi, donc je peux valoriser ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un événement qu'a organisé Women in Finance, donc qui est une initiative de Febelfin. C'est un événement annuel qu'elles organisent qui s'appelle Step Up, Speak Out, Inspire et qui encourage les femmes à mettre en avant leur travail et à en être fières.
En fait, on a souvent tendance à croire que notre travail va parler de lui-même, en fait, en tant que femme, et que le management le remarquera. Eh ben, à ce moment-là, ils vont nous donner une promotion, une augmentation. Enfin, c'est logique. Je travaille bien, j'atteins tous mes objectifs. T'es censé me donner plus, entre guillemets, et t'oses pas le dire. Coucou, regarde ce que j'ai fait. Et c'est ça notre problème en tant que femme, c'est qu'on est trop discrète sur ce qu'on fait, alors que, je dirais, en tout cas de ce que je vois aussi dans le monde du travail, la tendance masculine, c'est de se montrer et de mettre en avant ce qu'ils font. Et c'est très bien, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et c'est comme ça que nous, les femmes, on devrait le faire. Tu sais qu'il y a aussi un problème de perception entre les employés hommes et femmes, parce qu'on va plus avoir tendance à évaluer un candidat masculin sur son potentiel, alors qu'on va évaluer une candidate féminine sur ses résultats. Sachant qu'on est évalué sur les résultats, il faut encore plus les montrer parce que le potentiel ne suffit pas, en fait. Il faut qu'on démontre encore plus, avec le manque de confiance en nous qu'on peut avoir, il faut montrer, il faut continuer à montrer, parce que c'est que comme ça qu'on arrivera à se faire une place et à aussi se faire respecter dans le monde du travail. Ouais, clairement. Et je pense surtout dans certains secteurs, comme tu dis, dans la tech, etc., je pense qu'il y a quand même certains clichés qui se disent en mode, les RH ou le management, c'est quand même une femme, est-ce qu'elle sait vraiment faire tout ça ? Il y a encore des clichés qui persistent malheureusement, donc on doit encore plus se battre, mais vraiment oser négocier. Il y a plein de techniques. Aller regarder combien votre poste vaut, demander à des amis, d'amis, aller sur LinkedIn même, demander à des inconnus. Postuler ailleurs postuler ailleurs et voyez combien vous valez aussi. Oui, franchement, postuler ailleurs, regardez. Alors du coup, vous pouvez aller vers votre employeur, vous dites, on m'a proposé 3000 là-bas alors que vous me proposez 2000 ici. Enfin, j'invente, mais ça peut les pousser à vous valoriser aussi, donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs, Manuela, tu as fait une vidéo super intéressante sur le sujet de comment négocier son salaire. Je vous invite à aller la voir. Elle est sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux. Ouais. Où Manuela, elle explique vraiment étape par étape comment se préparer à un entretien pour négocier son salaire, les recherches à faire, comment arriver confiante, préparée, avec des attentes en tête. Et c'est super important parce que, je sors encore une stat, mais même si on a fait énormément de progrès en termes d'égalité des genres, il y a une étude de 2023 de l'INSEE qui dit que les femmes salariées du secteur privé gagnent en moyenne 22,2% de moins que les hommes en revenu salarial pour travail égal. C'est énorme. Ouais, un travail égal ? Ouais. Combien ? 22,2% de moins. C'est énorme. C'est énorme. Surtout qu'on nous rabâche tout le temps que ça n'existe plus, qu'il n'y a plus d'inégalité salariale, mais Clotilde l'a prouvé. Enfin, je veux dire, on a quand même offert plus à son égal masculin parce que, il a osé négocier, mais ça ne devrait pas être le cas, quoi. En fait, le truc, c'est que d'expérience personnelle, c'est multifactoriel parce que, oui, si j'avais osé, j'aurais peut-être eu la même chose que lui. Donc, c'est aussi, entre guillemets, de ma faute de ne pas l'avoir fait, j'en suis consciente. Et j'ai essayé de rattraper ça. Donc, au final, je pense que je l'ai plus ou moins rattrapé en me montrant, en faisant du bon boulot. Et pour le coup, je reviens sur ce que tu as dit sur l'importance de se montrer. Moi, j'ai eu des très bonnes expériences où, justement, c'était assez étonnant de voir une femme autant se montrer et faire autant d'efforts pour valoriser son travail. Donc, au final, ça a joué en ma faveur. Donc, vraiment, conseil pour tout le monde. Faites-le, parce qu'en fait, c'est rare que les femmes le fassent. Donc, vous allez être valorisé si vous le faites vraiment. Et il y a même des initiatives maintenant qui sont mises en place dans les entreprises pour mettre des barèmes transparents. Et il y a une directive européenne là, qui va passer, je pense que c'est en 2026, pour justement imposer une transparence des salaires. Et je pense que c'est vraiment nécessaire dans un monde où l'argent est aussi tabou, d'avoir au moins des repères. Évidemment, il y a des barèmes à 90%, 110%, etc., en fonction de ta seniorité, de ton expérience. Mais un peu de transparence sur les chiffres, en fait, ça fait du bien à tout le monde. Ouais, c'est hyper important, c'est déjà une très bonne base. Mais comme on va l'expliquer tout au long de l'épisode, le fait que beaucoup de femmes gagnent moins que les hommes, c'est dû à beaucoup de facteurs. Ça peut être parce qu'on n'a pas négocié son salaire, parce qu'on n'ose pas demander une augmentation, une promotion, parce qu'on ne nous la donne pas aussi, tout simplement. Et aussi les pauses carrières, la maternité. Quand tu as un enfant, tu fais une pause dans ta carrière. C'est biologique, c'est physique, tu ne peux pas faire autrement. Et tout ce temps où tu ne travailles pas, c'est de l'argent que tu perds. Parce que c'est des perspectives d'évolution qui s'effacent, c'est ton salaire qui n'augmente pas, qui stagne. C'est aussi moins de cotisations pour ta retraite. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Des choses doivent être mises en place pour que ça se passe bien, que ça se passe mieux.
Et ça, c'est juste en parlant en termes d'argent. Il y a aussi tout un penchant qu'on va pas s'attarder dessus aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, allez checker le site de Women in Finance. Elles font énormément d'études sur le sujet. Il y a tout ce qui se passe au sein des bureaux. Le harcèlement, le sexisme. Voilà, on va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui, mais les femmes en sont plus victimes que les hommes. Il y a des études. On aurait toutes des anecdotes et des choses à dire là-dessus. Clairement. Malheureusement, oui. Et si l'espace dans lequel tu travailles, tu t'y sens pas bien, c'est dur d'aller demander des postes de leadership. C'est dur de te mettre en avant, c'est dur d'aller demander des promotions. Si déjà, le simple fait d'aller au travail, c'est difficile. Ok, là maintenant, on va sortir du monde du travail pour aller plus dans la vie privée des femmes. Et on va commencer par la vie de couple. Parce que être en couple, pour beaucoup de femmes, ça veut dire s'appauvrir. Et ça, Manuela, elle a sa théorie préférée qu'elle va nous expliquer. La théorie du pot de yaourt. C'est une de nos vidéos les plus populaires sur les réseaux sociaux. Et on est super contente parce que c'est hyper important que les femmes connaissent cette théorie, qu'elles puissent être conscientes des risques qu'elles encourent en étant en couple. Dit comme ça ne veut pas dire ne vous mettez pas en couple, n'ayez pas d'enfants. Ouais. Ça veut dire soyez conscientes, soyez préparées financièrement, faites les bons choix. Et Manuela, je te laisse nous expliquer. Donc, cette théorie, elle dit que dans un couple, je dirais, hétérosexuel, la femme s'appauvrit. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est l'homme qui va être au niveau des postes d'investissement et de plus grandes dépenses, comme payer le crédit d'une maison, une voiture. Je sais que c'est pas un investissement, mais c'est quand même un bien dont tu jouis et dont tu es propriétaire. Donc voilà, et souvent, les femmes se font, entre guillemets, arnaquer. Pourquoi ? Parce que le mari va dire « c'est à mon nom, je paye, ne t'en fais pas, voilà ». Mais alors toi, du coup, tu dois compenser en dépensant dans les courses, dans les enfants, dans les charges. Donc c'est des charges qui partent, mais tu peux pas investir là-dedans. Tu peux pas investir dans des pots de yaourt, en fait. Et surtout, à moins que tu gardes tous les tickets, c'est de l'argent que tu as perdu dans le vent. Tu n'as pas de preuve. Alors que si tu achètes une voiture, tu as quand même de la facture que tu vas garder avec plus d'attention, je pense, que tes tickets de course toutes les semaines. Totalement, totalement. Et donc, tu n'as aucune preuve que tu investis dans ce foyer, en fait. Malheureusement, parfois, il y a des séparations. Et à ce moment-là, la femme repart avec les pots de yaourt vides parce qu'elle n'a investi dans rien du tout. Tout l'argent qu'elle pouvait mettre de côté dans son épargne, elle l'a mis logiquement dans les enfants, dans le foyer, dans les charges, etc. Alors que le mari, de son côté, ok, il a quand même dépensé des grosses sommes par mois, mais c'est dans son patrimoine, c'est dans ses investissements que plus tard, il peut récupérer. Donc, moi, je pars toujours de ce principe de proportionnalité. Faites attention, si votre mari, et généralement, comme on l'a dit, les hommes gagnent plus, s'il gagne 2 fois plus que toi, il doit mettre 2 fois plus dans ton foyer. Parce que toi, alors, tu ne pourras pas mettre la même somme de côté pour tes projets personnels ou juste pour avoir une épargne d'urgence, de précaution, pour si jamais demain vous vous séparez, tu sais rebondir toute seule. C'est un peu la situation dans laquelle se trouvent beaucoup de femmes et ça, on s'en rend vraiment pas compte. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont répondu sur cette vidéo justement en me disant « Waouh, je me rendais pas compte que j'étais dans cette situation » ou alors « J'étais dans cette situation et c'était très dur d'en sortir » parce qu'il y a des femmes qui du coup restent attachées à un couple qui ne marche plus du tout parce qu'elles n'ont aucune indépendance financière. Aucune issue de secours. Aucune issue de secours et il y en a beaucoup qui sont dans ce genre de schéma et surtout l'ancienne génération de nos parents par exemple. Moi je sais que par exemple à la maison, ma mère donnait tout son salaire à mon père, c'est lui qui gérait les finances à la maison, mais elle n'a jamais pensé à faire une épargne pour elle, parce que logiquement, elle n'avait pas de grands projets personnels, ça a toujours été familial avec mon père, etc. Mais je veux dire, si demain, elle veut partir, elle n'a pas trop les moyens. Moi, je dis pas que mes parents s'entendent pas, mais je veux dire, c'est un exemple, quoi. Et je rebondis sur ça parce qu'on était allé voir une conférence ensemble où on avait eu un témoignage d'une femme qui disait qu'elle était comptable et donc elle avait beaucoup d'expérience avec les chiffres et qu'en fait, ils avaient fait un deal avec son compagnon qu'elle pensait vraiment juste à l'époque, que lui allait payer les murs et elle allait payer les meubles. Voilà. Sauf que quand ils se sont séparés, ok, elle avait les meubles, mais elle allait les mettre où, ces meubles ? Parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour se racheter un appartement. Elle n'avait pas de droit sur ses murs à lui, c'était ses murs et pas les siens. Donc d'accord, elle avait des meubles, mais des meubles qu'elle ne pouvait pas déplacer et qu'elle ne pouvait pas vraiment revendre parce qu'elle n'avait plus d'accès au logement de son compagnon. Donc c'est mieux de faire, même si c'est un petit peu plus de chipotage, comptez et faites tout en proportionnalité
parce que c'est beaucoup plus facile s'il y a un problème, et même si on ne le souhaite pas, les accidents de la vie, ça arrive, Ouais. et il vaut mieux être bien préparée et bien couverte. Ouais, et d'autant plus si on compte avoir des enfants. Parce que j'ai encore une stat effrayante et déprimante, mais il y a un biais qui s'appelle la Motherhood Penalty, et une étude encore de Women in Finance qui dit qu'en Belgique, 8 ans après avoir accouché, en moyenne, tu gagnes 43% en moins avant d'être devenue mère. 43. Et cette stat n'existe pas pour les hommes. Ouais. Parce qu'avoir des enfants, ça veut dire... Wow. Aller faire un mi-temps ou, C'est ça. Ah ouais, ou alors exactement. du coup faire Ouais. peut-être, je sais pas moi, parfois il y a des femmes qui veulent faire une pause vraiment pendant 6 ans, elles veulent être avec leur enfant. Bah oui, après tu perds de ta valeur sur le marché, etc. C'est ouf, 43%, c'est dingue, je suis choquée. Ouais, parce qu'on pense souvent au coût que ça a d'avoir un bébé, donc les couches, les machins, etc. Mais on oublie l'argent qu'on perd, qu'on ne touchera jamais. Parce qu'une pause carrière, c'est moins de cotisation pour sa retraite, c'est un salaire qui stagne, qui n'évolue pas, c'est souvent un temps partiel au retour, parce que physiquement, un accouchement, c'est dur. Et ça ne touche encore une fois que la femme. Et le temps partiel, c'est moins d'argent, c'est moins de cotisation. Pendant que le papa, lui... sa carrière continue de grimper et son Surtout que patrimoine. c'est bien vu de devenir père. Moi, je sais que j'ai des collègues masculins. C'est pas la même chose pour les femmes. Et au travail, ils reçoivent un bon d'achat. Et ils ont déjà de l'argent, tu vois. Ils reçoivent un bon d'achat, félicitations pour votre bébé. Je sais que moi, si j'avais un enfant, je recevrais aussi le bon d'achat. Mais je trouve ça fou que ce soit une valorisation comme ça de bravo, t'as créé une famille, t'as fondé une famille. Et c'est vraiment un boost pour la carrière des hommes et un frein pour la carrière des femmes. C'est clairement un frein pour les femmes, même pour accéder à des hauts postes. Ça reste quand même dans beaucoup de têtes d'employeurs. Ah, et si elle tombe enceinte ? Ah, et si elle a des enfants ? Ou ah, elle a déjà des enfants. Donc, sa priorité, ce ne sera pas le travail, ce sera son foyer. Ouais. Est-ce que je peux lui faire confiance dans un haut poste de leadership ? Et même si une personne ne va pas te dire clairement, je te donne pas ce poste parce que j'ai peur que tu tombes enceinte, c'est quelque chose qui reste dans les réflexions de beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, malheureusement. Donc, c'est clairement un frein pour les femmes. Et on ne dit pas, évidemment, de ne pas avoir d'enfants. On dit juste, le jour où vous voulez être mère, soyez consciente de l'argent que vous perdez, mettez en place des choses avec votre partenaire, seul, peu importe, pour vous protéger financièrement et pouvoir être maman sereinement. J'ai même une belle phrase que j'avais vue dans un documentaire qui disait où le couple s'était remis en question suite à l'arrivée de leur bébé. Et en fait, le père avait compensé une partie à sa femme parce qu'il avait dit, c'est elle qui prend soin de tout ce qui a de la valeur dans ma vie. Oh. C'est elle qui prend soin de la maison, plus que lui, il l'avouait parce que lui travaillait beaucoup. C'est elle qui prend le plus soin de nos enfants. Et moi, quand je pars à l'extérieur et que je parle de ma vie, je parle de ma maison et de mes enfants. Donc c'est elle qui... je trouvais ça beau d'avoir cette attention et cette vision de soins du foyer et du coup de pouvoir compenser ou partager les charges comme partager le bonheur que c'est. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Si vous n'êtes pas trop déprimé, on continue. Ok, on a parlé de l'inégalité structurelle dans le monde du travail. On va aborder... je vais dire, le coût d'être une femme. Et du coup, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que dans votre budget mensuel, il y a tout un tas de trucs que vous prenez en compte qui sont propres au fait d'être une femme ? Donc, contraception, produits hygiéniques, tout ça. Toutes ces dépenses que les hommes n'ont pas. C'est un budget qui va englober tout ce qui touche à ma féminité. Donc, autant des produits d'hygiène et de soins qu'aussi des produits esthétiques qui, d'accord, je ne suis pas obligée, forcée d'aller faire mes ongles, d'aller me faire épiler, etc. Mais au final, c'est des choses qui font partie de ma vie quotidienne et que j'aime faire aussi, mais que je dois compter dans mes budgets. Donc oui, c'est un poste que je considère. Personnellement, non, je ne le compte pas vraiment dans mes budgets, mais je sais que c'est une dépense qui va être là parce que toutes les femmes doivent passer par là et tu es obligée de faire cette dépense, en fait. Donc voilà, mais je le mets, par exemple, dans mon budget course, en fait. Après, il y a aussi l'esthétique. Ça, c'est vrai, comme a dit Clotilde, on n'est pas obligé de le faire. Mais on n'est pas obligé, mais on a un peu une pression quand même. Il y a la pression de la société, en fait. Tu dois te maquiller pour aller au taf ou pour être présentable. Je sais pas, tu dois faire tes cheveux, donc tu dois avoir un lisseur, un boucleur, etc. Les vêtements aussi. Moi, je me rends compte que même au travail, les grands managers, les postes de direction, ils ont la même chemise et le même pantalon tous les jours. Ils ont un costume ou deux max. Et ça dérange personne. Et j'ai l'impression que pour les femmes, il y a quand même cette pression de « Ah, c'est bizarre, t'as la même tenue tous les jours, tu dois avoir 2-3 blazers quand même. » Donc ouais, pareil, c'est pas une charge obligatoire, mais ça fait quand même partie de la vie d'une femme, de beaucoup de femmes en tout cas, pas de tout le monde. Et pareil pour les protections hygiéniques, j'ai jamais vraiment compté ça dans mon budget. Pour moi, c'était avec mes courses. Mais c'est en discutant avec des femmes plus précaires que je me rends compte, en fait, c'est une charge énorme pour certaines personnes. Et c'est les petits euros de fin du mois qui font un repas en plus
que la femme doit mettre dans des protections hygiéniques parce qu'elle n'a pas le choix. Ouais. Et je trouve ça horrible. Voilà, je voulais partager Et ça. j'ai déjà vu des filles, par exemple des étudiantes, qui galèrent déjà à payer leurs cotes, leurs études, etc., qui sont là en mode ok, ce mois-ci, je dois choisir soit m'acheter des pâtes et de la sauce, soit mes protections hygiéniques. Donc ça, je trouve ça aussi cool parce que je sais qu'à mon ancienne université, ils ont mis un système en place où ils mettent des protections hygiéniques dans les toilettes, etc. Mais ça devrait être beaucoup plus accessible, quoi. Mais tu sais que moi, ça, c'est quelque chose que j'ai proposé sur mon lieu de travail, par exemple. Parce qu'on revient sur Ouais. le monde masculin. Et en fait, ils n'avaient jamais pensé. Et je leur ai dit, juste une suggestion, ça serait bien de mettre un petit panier avec des produits hygiéniques à disposition. Et en vrai, j'ai dit produits hygiéniques, mais ça aurait même pu être dans les toilettes des hommes, leurs produits hygiéniques à eux, hein, tu vois. Mais moi, il y avait, du coup, ils ont fait un petit panier avec des serviettes, avec du déo, avec du démaquillant, ce genre de choses. Et en fait, ils avaient mis un petit mot à côté et tout le monde m'a dit, mais c'est incroyable comme initiative. Du coup, je dis, ah, c'est grâce à moi. Mais ça, n'hésitez pas à le proposer sur votre lieu de travail parce qu'en fait, souvent, ils n'ont pas pensé en fait. Et ça peut vraiment te sauver. Si tu as oublié et que tu es sur ton lieu de travail, c'est la merde, quoi. Donc, ça peut vraiment te sauver. En parlant des produits d'hygiène en général, il y a des produits que les hommes aussi utilisent, shampoing, gel douche, etc. Mais vous avez déjà entendu parler de la taxe rose? Oui, Ouais, ça c'est ouf. c'est terrible. Pour Ouais. ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement le fait qu'un même produit va être plus cher quand il est brandé féminin, donc quand il est rose. C'est la peinture rose qui coûte cher, apparemment. C'est je une sais pas. folie. L'exemple le plus marquant, et maintenant j'achète mes rasoirs que chez les hommes. Pareil, Les rasoirs, les ça rasoirs. coûte rien du tout dans le rayon homme. Et ils sont plus efficaces. Non mais ça c'est ouf. Quand j'ai découvert la différence de prix entre les rasoirs féminins et masculins, c'est énorme. Et j'étais là, mais ça fait le même taf, quoi. Donc pourquoi chez nous c'est plus cher? Tu payes l'odeur monoeil et la couverture rose, quoi. Et surtout qu'on doit l'utiliser plus parce que nous on doit se raser tout le temps, donc Encore, c'est tout le temps, là, c'est bon. c'est pas obligé. Vous faites Non, ce que c'est vous pas voulez. obligé, mais je veux dire, il y a aussi cette pression là-dessus, quoi. Donc Du coup, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit, parce que le but c'était de répondre à la question de pourquoi on fait du contenu dédié aux femmes, représenté par des femmes, même si ce qu'on dit touche tout le monde a besoin d'éducation financière, tout le monde peut apprendre, on l'espère, quelque chose de nos contenus. C'est très simple, parce que les femmes sont moins représentées dans les hauts postes, dans les secteurs financiers aussi, parce qu'elles subissent encore des violences économiques, des inégalités, on a parlé de la taxe rose, de la pénalité de la maternité qui touche énormément de femmes, et voilà, on changera jamais ça, c'est les femmes qui font des enfants. Les inégalités salariales aussi. Tout ça nous ramène à l'essence même de notre projet qui est l'éducation financière. C'est ce qu'on veut transmettre. Et statistiquement, les hommes ont plus de connaissances, ont plus d'éducation financière. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. Tu sais qu'anecdote là-dessus, moi j'ai fait des études d'économie et il y avait beaucoup de finance club, de concours de boursiers, etc. Moi, ça ne m'a jamais intéressée. C'était que des mecs dans ces clubs-là. totalement, c'est que Et des c'est mecs trop qui venaient en bizarre. costume. Et moi, j'ai déjà discuté de ça avec des collègues masculins. Et ils ont tous un portefeuille. Ils ont déjà essayé, ils en parlent entre eux, ils ont déjà essayé de mettre même quelques euros et tout, mais ils sont déjà familiers avec ça. Et nous, je ne comprends pas pourquoi ça ne nous intéresse pas plus. Est-ce qu'on n'a pas assez de, comme tu dis, de représentativité, ou est-ce que foncièrement c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas, mais il faut absolument s'y intéresser. Forcez-vous, même si c'est compliqué. C'est important parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment ce qui nous permet de vivre. Donc, c'est important de s'intéresser à ces sujets-là. Mais il y a aussi un constat qu'on est moins, ou qu'on semble moins intéressé, quoi. Ouais, mais moi, c'est vrai que depuis que je suis petite, même si j'ai fait des études d'économie, c'était pas non plus un sujet qui me drivait plus que ça, quoi. Genre, je préférais parler d'autres choses, alors que c'est vrai qu'on a vu mes amis dans mon entourage, eux, ça parlait « Ah, t'as investi dans quoi T'as vu cette vidéo-là sur l'investissement, sur cette crypto-là, etc. » Et moi, je suis là, oh, c'est du charabia, je comprends rien. Alors que c'est accessible, il y a des concepts qui sont beaucoup plus compliqués que d'autres, ça je le sais, et parfois c'est un peu dur de connaître le jargon financier. Et même parfois, eux, ils savent pas. Ils connaissent pas les bases. Ils vont investir dans des trucs avancés, ils connaissent pas les bases, mais ils osent plus. Ils ont une confiance en eux qui est énorme. Et c'est ça qu'on doit leur prendre un petit peu, mesdames. Et ça commence dès le plus jeune âge. Dans le reportage qu'on a mentionné tantôt d'Arte, on dit que les garçons reçoivent plus d'argent de poche que les filles, et qu'on encourage les petits garçons à demander plus d'argent quand ils en ont besoin, mais on n'encourage pas les filles de la même manière. Mais c'est vrai qu'on va te proposer de l'argent si tu tonds la pelouse ou si tu laves la voiture, mais pas si tu passes l'aspirateur ou si tu fais la vaisselle. Alors que techniquement, c'est aussi un travail d'enfant, mais ils sont un peu plus genrés. Je pense qu'on peut conclure en disant qu'il faut parler d'argent, surtout entre femmes. Négociez vos salaires, demandez vos promotions, faites des recherches,
Apprenez quelques bases d'éducation financière, de finances personnelles. Protégez-vous financièrement. C'est pas un monde d'hommes, c'est un monde pour tout le monde. Et surtout aussi, si vous êtes en couple, parlez avec votre compagnon, mettez les bases sur la finance, sur vos finances à vous deux, ce que vous voulez mettre en commun ou pas, ce que vous voulez garder pour vous, pour vos projets. Vraiment, mettez les bases dès le début. C'est hyper important et n'ayez pas peur que ça va froisser votre couple. C'est la base en fait. Il faut en parler et surtout si vous voulez vivre avec la personne et fonder une famille. Oui, et c'est jamais trop tard, même si vous êtes déjà en couple, même si vous avez déjà une famille, vous avez déjà des enfants, il n'est jamais trop tard pour s'intéresser à vos finances. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite vraiment à suivre tous nos contenus sur les réseaux sociaux, d'aller sur le site de Fébelfine aussi, il y a énormément de ressources qui peuvent vous aider. Il n'est jamais trop tard pour s'intéresser à ses finances, c'est super important, parler d'argent et on se voit dans un prochain épisode. Merci. Merci.